Bonjour Mésie. Bonjour. Alors nous revoilà pour, la suite de notre thème, l'Iran. Donc nous Oui. étions restés, en 1953 après le coup d'État militaire soutenu par le Shah et par la CIA pour renverser Mossadegh. Mmh. 1960, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak et le Venezuela créent l'OPEP. Mmh. En 1963, on a eu la révolution blanche voulue par le Shah et destinée à moderniser l'économie et la société. Oui, En 1964, l'ayatollah Khomeini a été expulsé vers la Turquie, oui, parce qu'à cette époque-là, on n'en voulait pas. oui, En 1967, le couronnement du Shah, roi des rois, donc ce dont vous aviez parlé la dernière fois, à la manière des princes perses, oui, achéménides et heu, sassanides. oui, Donc, on était encore, dans une monarchie, disons. oui, En 1968, la signature, par l'Iran du traité de non-prolifération nucléaire. Et sa ratification en 1970 oui, très important. et à partir de 1971 commence une révolution islamique qui donne naissance à la République islamique. Alors c'est vrai que j'ai fait un petit raccourci, mais je pense qu'à partir de cela, l'Iran commence vraiment à changer de visage. Mais tout d'abord, je vais lire un article, Pierre, que vous m'aviez envoyé, qui est très intéressant et je vais le lire à l'auditoire. Alors, je l'ai sous les yeux. C'est un article qui est issu du New York Times du 13 mars 1975. Alors, l'article est celui-ci. Chaque jeune Iranien devrait garder en mémoire cet article du New York Times dirigé venimeusement contre la politique du Shah, soupçonné de vouloir acquérir l'arme nucléaire. Les divergences qui retardent l'entrée en vigueur d'un accord de 7 milliards de dollars pour l'approvisionnement de l'Iran par 6 à 8 réacteurs atomiques géants de fabrication américaine se résument à une simple question. L'Iran veut-il simplement générer de l'électricité d'origine nucléaire en prévision de l'appauvrissement progressif de ses réserves pétrolières, ou projette-t-il de se doter de l'arme nucléaire? L'explosion nucléaire indienne a modifié la donne internationale. La construction d'unités de retraitement chimique a permis à l'Inde de se doter de l'arme nucléaire. Il n'y a aucune raison économique actuellement, ni prévisible pour des décennies à venir, justifiant l'existence de pareilles installations de retraitement en Iran. Cependant, l'Iran, invoquant sans cesse sa fierté nationale et son statut de signataire du traité de non-prolifération, continue de répéter que les mesures de garantie prévues par l'AIEA sont suffisantes. Revendication trompeuse, car les garanties de l'Agence internationale, consistant en un système d'inspection, peuvent, le cas échéant, détecter un détournement de matière fissile, mais ne peuvent en aucun cas le prévenir. Nuclear Iran. Oui, c'était le titre donc de cet article du New York Times, je crois, qui avait été repris par le New York Herald Tribune. Oui, Eh bien, nous trouvons donc, à cette date-là, exactement les mêmes critiques formulées aujourd'hui contre l'Iran. Donc il ne s'agit pas dans les critiques, ou les polémiques, suscitées, par, cette, décision de l'Iran de de se munir d'une armature atomique pour des raisons essentiellement économiques. Il ne s'agit pas là d'une, disons, d'une question d'une querelle de régime. Il ne s'agit pas là, ça n'a rien à voir avec le fait que le régime soit, selon l'expression coutumière, clérical ou anticlérical. Et le régime aujourd'hui est républicain, bien, hier il était monarchique, exactement impérial, puisque le titre du roi, le titre du Shah, c'était comme dans l'Antiquité, qui nous a été transmise, c'est-à-dire le Shah-in-Shah, à savoir le roi des rois, puisqu'on considérait, les anciens rois de Perse considéraient qu'ils régnaient sur des égaux. C'est très important ceci, vous voyez. Euh, à savoir que des gens qui étaient leurs égaux en qualité, en nature, voyez-vous. Bien sûr qu'il y avait besoin d'un chef pour régler l'ensemble, plutôt la cohérence de l'ensemble, mais chaque région d'Iran était gouvernée royalement par un homme différent. D'où le terme de Shah-in-Shah, et également aussi cela, vous le retrouvez dans la formation d'empire, par exemple,
Vous l'avez en Allemagne, par exemple, dans l'Allemagne moderne, par exemple, du XVIIe siècle, après la guerre de 30 ans, vous avez une formation de princes, vous voyez, et de 300, plus de 300 princes, par exemple. Eh bien, ces 300 princes, dont certains sont des princes électeurs, eh bien, ils élisent. Hein, c'est bien cela, l'empereur, voyez-vous. Et donc, nous avons, si je puis dire, un système de république aristocratique. C'est cela qu'il faudrait dire, voyez-vous, pour désigner la qualité impériale. La deuxième qualité qu'avait le Shah, c'était celle d'être qui est tout à fait conforme à aux épopées iraniennes, je veux dire à la littérature épique iranienne, qui est une sorte de religion nationale, que nous verrons, qui est toujours en vigueur, qui est antérieure à l'islam et qui l'a accompagné. Eh bien, c'est donc la lumière des Ariens. La lumière des Ariens, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, bien sûr. Tout le monde ne peut pas avoir le premier prix en histoire ou en mathématiques, naturellement. Mais enfin, disons que cette qualité est une qualité qui est inscrite dans cette grande épopée que nous verrons, certainement nous lui consacrerons, parce que je voudrais terminer sur l'Iran perpétuel, l'Iran éternel, c'est-à-dire l'Iran de la poésie épique, du Shahnameh, du livre des rois. Car c'est cela qui fait, peut-on dire, la vie, l'énergie et la vie quotidienne, disons, je dirais la source du courage iranien. Eh bien, voyez-vous, cette qualité est une qualité, bien sûr, qui fait de l'Iran une puissance. Et donc, quand il y a des querelles atomiques, comme on le fait aujourd'hui, ce n'est pas l'atome n'est qu'un prétexte, n'est qu'une chicanerie, n'est qu'une chicane, pour dire le mot. En réalité, ce qui est visé avant et après la Révolution, c'est en fait ce qui est visé, c'est l'Iran comme puissance. Oui. Vous voyez, que vous ayez comment vous dire, vous avez comme ça des peuples qui sont toujours attaqués par leurs ennemis héréditaires. Ben, vous pouvez très bien transformer la forme de l'État. En fait, ce que l'on critique, c'est le caractère du peuple, voyez-vous. C'est cela qui est important. Il y a un auteur qui est français, qui est très apprécié en Iran, qui est Romain Rolland, entre autres, voyez-vous. Surtout, bien sûr, par l'ancienne génération. Je me permettrai de dire, ma génération est celle qui me précède, juste la nouvelle jeunesse étant, elle, très attirée par ce qui s'écrit à Paris, avec Derrida, etc. Enfin bon, elle se plie, disons, à la mode. Ça, il faut le savoir. Hein. De ce point de vue, le clergé, par exemple, n'a aucune action sur comment vous dire, sur cette idéologie, hein, je veux dire, sur la philosophie. C'est très important de le souligner, parce qu'on peut se faire des idées en disant ils imposent ceci. Non, vous avez le clergé suit, et on peut dire même abandonne, comme je l'ai constaté. Abandonner n'a aucun sens péjoratif. Et puis, je peux le déplorer, bien sûr, mais je le constate. Le clergé abandonne l'enseignement à des gens qui sont non pas des fanatiques, mais enfin férus de psychanalyse, de psychocritique, d'analyse psychanalytique des documents. Écoutez, il a fallu que je l'entende pour le voir. Il a fallu que je lise les cours sur place pour m'en rendre compte. Et ceci donc fait que cette jeunesse aujourd'hui, cette génération est à l'unisson un peu de ce qui se fait partout. C'est-à-dire l'évolution en Iran suit ce qu'on appelle l'évolution générale du monde. Vous allez me dire, dans cette évolution générale, il y a des peuples qui est un peu une catastrophe. Il y a des peuples qui sont en retard. Oui, ça c'est vrai. Il y a des peuples qui n'arrivent pas très bien à descendre les marches. Mais en fait, je ne crois pas qu'il y ait d'autres commentaires à faire là-dessus que, disons, de manifester, quand même, de souligner l'intérêt, si je peux me permettre de dire, de ce texte que vous avez lu, qui est un document extraordinaire que j'ai trouvé dans un livre sur l'Iran. Le nom m'échappe de ce livre, mais un livre publié en français, dans lequel se trouve justement cette citation. Je crois que c'est un livre publié dans les années 1990, par là, en France. Donc, mais ce sont deux auteurs. Mais l'essentiel, c'est que ceux qui nous écoutent, voyez-vous, comprennent qu'il y a quand même une question de fond. C'est l'Iran comme tel qui est visé. Voyez, oui.
ce n'est pas, quand on dit par exemple, écoutez, permettez-moi encore, je pense à l'Allemagne, mais écoutez, quand on voit, les Allemands ont eu des chefs différents quand même dans leur vie, bien sûr. On ne va pas comparer le Kaiser à celui qui faisait des vers, qui est plus réussi que les nôtres, souvent. Enfin, Frédéric II, par exemple. Bon, après, je le dis parce que j'ai toujours été un admirateur des vers de Frédéric. Quand même on publie des odes, par exemple, à un de ses généraux, le maréchal Keitz, hein, qui est magnifique et sublime même. Eh bien, mais ce qui a été attaqué, qu'est-ce qu'on veut? Ben, c'est l'ogre allemand, on ne le supporte pas. Bon, c'est, comment vous dire, c'est l'ennemi héréditaire. C'est l'homme dont on n'apprend quasiment pas la langue. C'est l'homme dont on se méfie. Voyez-vous? Bon, ceci est qu'on appelle, ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Il y a des gens raffinés, disons, ou même de simples gens qui ont leur expérience personnelle, qui savent à quoi s'en tenir. Mais disons, c'est dans l'air du temps. Bon, voilà. Et il se trouve que cette opposition à la Perse, cette opposition, la Perse qui est devenue l'Iran, comme l'ont appris ceux qui ont vu les dernières vidéos, en 1934, vous savez, en 1934, oui, ça a été proclamé, eh bien, cette même Perse ou l'Iran, disons, elle représente, si je puis dire, la même force d'existence. Elle suscite les mêmes appétits, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'appétit vis-à-vis de l'Iran? Ben, c'est diminuer, on veut diminuer l'indépendance de l'Iran, on veut diminuer son autonomie politique. Alors, évidemment, comment fait-on lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un homme qui a, comme le Shah d'Iran, qui a une structure impériale, etc. Eh bien, on va diriger contre lui une opposition. Vous la prendriez où? Bon, on la prend à gauche, évidemment. On la prend avec le parti Toudé, Toudé, du reste, qui signifie le parti du peuple. Vous remarquez T&D, bon, c'est le même mot que l'allemand Tiud ou Tiut, c'est-à-dire le parti du peuple, parce que vous savez que beaucoup de mots iraniens sont des mots qu'on retrouve dans les langues germaniques. Hein. Bon, le parti du peuple, bon, qui a été formé par les soviétiques, bien sûr, qui ont occupé 6 ans le pays après la guerre, entre de 41 à 46, et le Shah d'Iran avait conduit une campagne, du reste, victorieuse contre ceux qui voulaient faire une sorte d'Azerbaïdjan soviétique prolongé, n'est pas, disons, pris sur le sol iranien, etc. Alors, il y a bien sûr il y a eu même des gens qui ont été beaucoup plus extrémistes, par exemple, que ceux qui l'ont renversé, qu'on appelle les moudjahidines du peuple. Ils sont tellement extrémistes, ma chère, que vous les voyez, où c'est que vous les voyez à Paris? Mais vous les voyez sous les lambris du palais du Luxembourg. Ils sont toujours invités par les sénateurs. Bon, il faut croire qu'ils ont vraiment un prestige, bien sûr. Un prestige peut-être de beauté, puisque la personne là est une femme terrible, c'est une sorte de secte, vous savez. Oui. Et beaucoup, c'est une sorte de secte au sens technique du terme. Eh bien, ils sont bien vus, même l'abbé Pierre, le pauvre abbé Pierre, avait été gagné par eux, etc. Ainsi que celui qui s'occupait d'agriculture, je me rappelle, ce syndicaliste très important, etc. Donc, partout, je dis, quand on parle de l'Iran, il ne faut pas simplement voir la forme d'un caractère politique qui est toujours en évolution, évidemment. Je parlerai de la manière plus tard dont l'imam Khomeini conçoit la religion. Il parlait de l'islam comme d'une notion obscure. C'est une notion très, très mystique, vous savez, impressionnante. Oui. Et j'en parlerai, disons, dans la mesure de mes moyens, bien sûr. Mais enfin, on peut, avec une formation philosophique, quand même, ici, on peut, disons, on peut comprendre un peuple qui a toujours été très proche du nôtre. Hein. Un peuple, je le redis, par exemple, qui au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, pardon, c'est dans le témoignage du comte de Gobineau, lisait en traduction persane, lisait du Voltaire, voyez-vous. Et il parle de religieux qui lisaient du Voltaire. Ils étaient très attirés par le déisme de Voltaire, voyez, etc. Donc, il y a toujours eu. Et pourquoi ai-je parlé de Romain Rolland, qui est très apprécié? C'est que Romain Rolland a dit ceci pour expliquer justement l'hostilité entre deux peuples, qui est la même que l'hostilité que nous avons contre l'Iran. Il a parlé de l'origine de la guerre de 1914 en disant c'est dans une lettre à son secrétaire nommé, attendez, Henri Bachelin, c'est ça, qui est mort en 1925, je crois, et c'est une lettre de la fin de la vie de Bachelin, qu'il connaissait comme musicologue, il avait écrit sur l'orgue, etc.
C'est un employé de banque, du reste, oui, assez séminariste. Et il a dit, ma conviction est absolue, cette guerre de 1914 est la guerre des nations qui travaillaient moins bien contre celles qui travaillaient le mieux. Alors, on peut l'habiller en disant c'est parce que le chef est habillé comme ceci ou le chef est habillé comme cela, mais quand on fait une guerre à une nation, à une puissance, voyez-vous. Et là, aujourd'hui, on fait la guerre à l'Iran. C'est une guerre qui, indépendamment des formes du régime, s'adresse, comme votre extrait l'a montré, s'adresse donc à une puissance, puisque nous avons les mêmes arguments sur la question atomique avant la chute du Shah qu'après la chute du Shah. Ceci est allé si loin, du reste, que si on veut voir les choses dans le détail, que les premiers religieux, enfin les premiers religieux qui ont les premiers religieux qui ont excusez-moi, qui ont pris le pouvoir, donc, ont arrêté aussitôt la production atomique, vous voyez, les productions d'énergie atomique à Téhéran, et uniquement parce que c'était l'œuvre du Shah. Donc, voyez-vous, quand ils ont repris par la suite cette politique atomique, ils n'ont fait que suivre la politique du Shah. Alors on dit, bon, c'est parce qu'ils sont adversaires du Shah qu'on leur en veut. Non, on en voulait au Shah lui-même, voyez-vous. Et c'est pour ça que, bon, évidemment, je laisse ceci à l'histoire, il faudrait voir ça de près, mais il est certain que le Shah n'a pas été même soutenu par les Américains, comme on dit autant. C'est-à-dire qu'il y a en tout cas deux faits dont je peux parler. Il y a une chose qui est inexacte, c'est que son père n'avait absolument aucune fortune aux États-Unis. On le sait maintenant, contrairement à ce que les communistes disaient, ou les perpétuels, il y a toujours des contradicteurs, vous voyez. Et le Shah en question a été soutenu en réalité par Sadat, oui. Anwar Sadat, qui était très germanophile du reste. Ben oui, parce qu'il avait participé à un complot avec Rommel contre les Anglais quand même en 1943. On ne peut pas dire que c'était évidemment un agent de l'intelligence service. Hein, bon. Non. Et alors, ainsi de suite. Et voyez-vous, je crois qu'il faut laisser à l'histoire, évidemment, le temps de faire, si j'ai pu dire, c'est un peu, ne me prenez pas mal, mais enfin, il y a une danse des voiles, vous voyez, en histoire. L'histoire montre quand même la vérité un jour. Et donc, ce texte-là me semble intéressant, rare d'ailleurs, parce qu'évidemment, vous ne le verrez pas répéter. Je crois qu'il y a maintenant une autre considération à avoir, qui était sur l'état d'esprit. Comment se fait-il que le Shah ait pu tomber de façon aussi rapide? Pour y répondre, on peut répondre par des choses faciles, évidemment, en disant que c'était une tyrannie, etc. Bon, la Révolution blanche dont on a parlé, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est en fait l'application de ce qu'on appelle la Révolution par le haut. C'est ce que les Allemands disaient au 19e siècle, la Révolution von oben, de par en haut. C'est cette révolution par le haut qui, d'ailleurs, nous a créé en Allemagne la sécurité sociale, il faut le dire. Ben oui, en 1887-90. Voilà. C'est-à-dire, c'est une décision de l'État, de la tête. C'est très platonicien. Qu'est-ce qui agit? C'est la tête, évidemment. Ce n'est pas avec le pied que vous allez à droite ou à gauche, c'est avec la tête, bien sûr. Et alors, ça, ce sont des choses à considérer. Mais il y a autre chose à considérer de plus important. Et si je fais un peu si je prends mes précautions de vous le dire, c'est que cela peut choquer évidemment les Iraniens qui m'écoutent, mais je le dis par sympathie et je dis que une partie de ce que je vais vous expliquer a été énoncée également par des observateurs de l'Iran, et de même que nous avons des jugements à formuler sur les Français, sur les Italiens, les Allemands, eh bien, on peut formuler des réflexions sur les constantes psychologiques, voyez-vous, de l'Iran, et c'est-à-dire sa force et ses faiblesses. Parler de la puissance de l'Iran, nous en reparlerons, bien sûr, nous parlerons de sa puissance économique actuelle, qui est bien plus élevée que celle qu'on nous dit. Je lis par exemple l'autre jour que dans la matière de fabrication des hors-bords, par exemple, ils se sont classés en très bonne position, tout ça. J'ai moi-même traversé l'Iran, vous savez, longtemps en voiture, et j'ai pu me apercevoir le nombre de camions, le nombre des travaux qui y sont faits, disons une activité permanente et qui est impressionnante, bien sûr.
je dois dire aussi, la formation des jeunes gens que je rencontre, formation d'ingénieurs ou autres, est tout à fait convenable. Enfin, elle ne le cède en rien aux jeunes gens que je connais ici. Les formations littéraires, n'en parlons pas, elle est excellente, bien sûr. Ils ne font pas de lettres classiques. Ça, évidemment, c'est fort dommage, même si j'ai des critiques à faire contre la langue classique. Enfin, il y a quand même. Non, non, parce que le passé est, le passé ancien, bien sûr, est considéré comme malheureusement un endroit de tyrannie, un lieu de tyrannie. Mais ceci, on ne peut pas en vouloir au clergé. C'est exactement ce que nous avons enseigné avec la Révolution, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est quand même nous, c'est pas nous qui avons sorti les rois de France de leur cercueil, qui pouvons donner des leçons d'antiquité aux autres peuples, bien sûr. Bon, je reviens, je parle de Saint-Denis, bien sûr, ce qui s'est passé à Saint-Denis sous la Révolution. Alors, qu'est-ce qu'on a reproché aux Iraniens? On a reproché que la plupart des réformes qui ont été entreprises par leur chef, et j'aimerais pouvoir je consacrerai quand même dans le détail une étude, enfin un moment justement à l'énoncé de ce développement quand même de l'industrie, de l'enseignement technique, etc. en Iran, surtout avant la guerre. Et là aussi encore, il faut le dire, et je sais que je me répète, mais enfin, avec l'aide de l'Allemagne, évidemment, c'est elle qui a développé sur le modèle on appelle ça en allemand des Technische Hochschule, c'est-à-dire les écoles oui, ingénieurs. Ingénieurs, tout ça, c'est ainsi que l'Iran a été fait. L'Iran moderne a été fait là-dessus. Et si vous le demandez à n'importe quel Iranien, il vous dira oui, bon, très bien, et puis c'est tout. Bon, chez nous, on ne dit rien parce que, bon, on ne dit rien parce que, bon, parce qu'on ne veut rien dire. Mais ceci n'est pas enseigné. Je vous dirais du reste que cette influence allemande, avant de parler des défauts iraniens, elle est très importante en France même, puisque le fameux grand livre dont nous parlerons, le fameux que je cite quelquefois, que j'ai cité chez vous, dans votre émission, dans votre enregistrement, qui s'appelle Le Livre des Rois, a été traduit en France par un Allemand immigré, c'est-à-dire le fameux Moll, M-O-H-L, dont un des frères a, en Allemagne, créé l'expression, il était un juriste, l'expression d'état de droit. La notion d'état de droit vient des Allemands dans les années 1830-40. Bien, vous voyez, c'est pas. Bon, je le dis parce que chaque fois qu'il y a une biographie de Jules Moll, M-O-H-L, bien, on en parle. Et évidemment, Gobineau le connaissait. Et cette traduction, évidemment, qui a, je crois, une dizaine de tomes, plus d'une dizaine de tomes, donc est très importante. Et elle montre le goût de l'Iran pour la poésie épique, voyez-vous, et qui en réalité est la véritable religion de l'Iran. Lorsque le chiisme, par exemple, qui est si mal connu ou compris, j'en parlerai bien sûr même en détail si vous permettez, n'existe. Il existe principalement en Iran et dans les pays d'influence iranienne qui vont jusqu'au Liban, vous voyez. Le Liban, bon, bien sûr, M. Macron veut en faire un pays du FMI, mais enfin, avant d'être un pays du FMI, il a quand même été un pays dans lequel les Phéniciens, justement, étaient ce qu'on appelle les Phéniciens autrefois, vous savez, les Libanais, les Levantins, formaient la marine des rois de Perse, voyez-vous, ou tout au moins des potentats qu'on désigne comme des rois de Perse dans l'Antiquité. Bien. Alors, que l'on puisse se tromper on discute, vous savez, dans l'école récentiste de savoir à quelle date ceci se produit, mais disons que tous ces peuples ayant travaillé pour la puissance iranienne, pour la puissance perse. Bon, c'est un fait, ça ne peut pas du tout être contesté. Alors voici ce que je prendrai un exemple tiré justement du conte de Gobineau et ensuite d'un rapport secret justement de l'ambassade américaine de Téhéran dont j'ai parlé et qui a été trouvé, vous savez, publié, qui a été trouvé lorsque les étudiants sont rentrés dans l'ambassade. Oui. Alors, le comte de Gobineau nous dit que, était un ami de M. de Tocqueville, qui était notre ministre des Affaires étrangères, qui a écrit sur la démocratie américaine, comme vous le savez, et qui était maçon. Gobineau n'était pas du tout maçon. C'est une famille catholique. Sa sœur était, la sœur qui était infirme d'une chute de cheval, était, comment dirais-je, mère bénédictine. Lui a été pendant un certain temps
un musulman convaincu. Du reste, il a été, il a effacé un peu ce culte un peu du point de vue social. Il s'en explique à sa sœur, du reste, oui. Tout ceci, je vous le dis, n'est jamais. Ceci, j'ai lu dans Gobineau, je ne l'ai pas lu dans un commentaire, un commentateur. Alors, il dit ceci dans un mémoire qu'il a remis à l'Institut de France en 1856, donc sous Napoléon III. Ça s'appelle Mémoire sur l'état actuel de la Perse. Vous savez que Gobineau avait été envoyé là-bas comme ambassadeur, enfin, comme remplaçant d'un ambassadeur, tout cela. Il dit les Persans n'ont aucune idée de patriotisme parce qu'ils n'ont pas de nationalité. Ça paraît quoi, hein. Il s'explique. Ils ne vivent pas comme les Turcs sur d'orgueilleux souvenirs de domination militaire. Comme ils n'aspirent qu'à réunir la plus grande somme possible de bien-être matériel, toutes leurs facultés sont tendues à l'acquérir, aucun scrupule ne les arrête dans cette voie, et ils pensent qu'en marchant sur les traces des Européens, ils arriveront au même résultat que ceux-ci ont obtenu. Voilà. Alors, bien sûr, qu'est-ce que cela Gobineau a expliqué son opinion à travers d'ailleurs ses nouvelles, ses romans même sur la Perse. Il a écrit des nouvelles sur la Perse, des nouvelles d'ailleurs, des nouvelles sentimentales très belles, où il décrit l'Afghanistan, il décrit le persan qu'il connaissait, qu'il avait appris, je vous l'ai dit ici, quand il avait 17-18 ans et qu'il a ensuite cultivé aux langues orientales à Paris. Bien. Et je vous rappelle encore qu'il avait traduit le discours de la méthode en persan et aux frais de Nasreddin Shah, qui est un des plus grands chats, qui est mort en 1896, assassiné. Évidemment, la main qu'il a assassinée était une main anglaise, évidemment, puisqu'il il était opposé à la mainmise de l'Angleterre. Voici comment s'explique Gobineau. Il dit qu'il y a, et je me permets de dire que je l'ai moi-même remarqué en Iran. J'ai été influencé par ce que j'avais vu dans Gobineau, bien sûr, parce que j'ai vu très jeune, je veux dire, jeune entre 25, à partir de 25 ans, 25-30 ans, et je pensais d'ailleurs pas du tout aller un jour en Iran. Il dit, voici ce dont les explications qu'il donne de cette opinion, enfin, comment il s'en explique. Il dit que les Persans ont une vie familiale très importante, c'est-à-dire ils ont beaucoup de soins de leur famille, de leurs enfants, et ça je l'ai remarqué, je dois dire que je n'ai connu, j'ai visité la Tunisie par exemple, j'ai visité un peu l'Orient, j'ai, disons, vécu en Tunisie quand même, j'étais professeur pendant 2 ans, même chargé de cours à l'université, j'ai pu donc rentrer dans des familles, vous voyez, c'est pour ça que je le dis, et il y avait vraiment un soin des enfants, tout cela, mais il y a une atmosphère familiale en Perse que je n'ai connue que dans les années 50 ici, et même beaucoup plus importante. C'est-à-dire que, je ne sais comment, l'enfant se sent protégé par la famille, qui est une large famille, mais il y a un respect du père et de la mère qui ont un caractère un peu religieux, non pas au sens on entend religion par le fait de savoir s'il faut mettre un pied par terre ou un pied debout, mais comme on le dit ici, c'est ce que l'Église appelle les formalités, voyez-vous. Beaucoup de gens disent l'Église confondent la religion avec les formalités, ils disent ça en français. Bon, c'est vrai, évidemment. Bon. Alors là, non, c'est religieux dans le sens, vous savez que religiosus signifie scrupuleux en latin, on parle d'un consul religieux parce qu'il est scrupuleux dans ses actes, voyez-vous. N'a pas du tout le sens de ce qui relie à Dieu, car c'est le terme de religere et non pas religare. Je le dis pour ceux qui m'écoutent, au cas où j'aurais des objections dans le fond d'une salle qui est évidemment de plus en plus immense, évidemment. Les objecteurs se perdent. Enfin, c'est religere. Bon, il y a eu également une autre explication germanique ancienne, alors ça je n'ose pas la dire, c'est Eli Gate, ça veut dire le Seigneur Ali ou Eli, c'est-à-dire le Seigneur éternel, et Vig, donc Geon, c'est l'ancien verbe allemand pour dire aller, go, mais enfin ça je le laisse je veux dire à la postérité, ceci. Bon, nous sommes encore trop jeunes pour en parler, je veux dire du point de vue humanitaire, quoi. Oui. Alors, mais revenons donc à cela, pas d'ailleurs qu'il y ait des crises cardiaques, ça, mais non plus. Mais revenons, disons, à ce que dit Gobineau. Il dit que l'intérêt est familial, local, voyez-vous, mais l'État n'est pas compris. C'est-à-dire qu'on considère que l'État
et l'occupation des gens du jour, de gens qui ont intérêt à l'État, et que, disons que l'État n'est pas présent dans, dans la famille. Il est présent, bien sûr, il est connu, mais il est quand même considéré comme, non pas étranger, mais loin de la famille, voyez-vous. Et Oui. c'est pour ça que lorsqu'il y a eu, par exemple, la guerre, lorsqu'il y a eu la guerre de 1941, lorsque les Russes de Staline et Churchill se sont alliés, les Russes, les Anglais avaient leur quartier général aux Indes, c'était avec le général Wewell, celui qui a été fait prisonnier par les Japonais, ce qui d'ailleurs est le Japon qui a un très très grand succès, comme toujours, c'est lui qui a fait en Iran et en Afghanistan, ça c'est, on ne vous en parle pas ici, mais le Japon est très très bien vu là-bas, vraiment. Ah oui, c'est traditionnellement, hein. Ah oui, traditionnellement. Bref, eh bien, disons, aussitôt, les troupes iraniennes qui étaient bien formées n'ont pas eu des chefs qui ont su les commander. C'est-à-dire les chefs ont été payés par les Anglais, si vous voulez. Voilà. Et alors, ça l'a tellement mis le Shah en colère qu'il a voulu tuer un des généraux. Et les gens voulaient se battre, mais disons, comment vous dire, le corps des officiers, c'est ça, ce qui faisait la courroie de transmission avec le chef, voyez-vous, n'a pas fonctionné. Vous allez me dire, mais que ceci est très différent avec la guerre contre l'Irak, par exemple. Oui. Je me permets de dire que cette guerre contre l'Irak a été une guerre qui a été parsemée de mois entiers durant lesquels on ne se battait pas. Pourquoi? Parce que les gens attendaient des armes. Bien. Peut-être que les chefs attendaient, certains chefs, je dis, dont l'un, si les personnes m'écoutent, ils me comprennent, dont l'un qui a été retrouvé mort dans sa piscine il n'y a pas longtemps, c'était un religieux. Bon, il flottait dans sa piscine, c'est possible, on peut flotter partout. Hein. On peut être l'Archimède du jour. Mais bon, il vendait des pistaches, bon, chacun le sait, je ne dis pas son nom, mais pour le pauvre, Dieu ait son âme. Mais disons que, paix à son âme, mais enfin, je pense qu'il a joué un grand rôle dans la distribution des armes, etc. Je pense que les Anglais et les Anglais, quand même, ont beaucoup joué. Je ne dis pas du tout ça par hostilité contre l'Angleterre, mais disons qu'il y avait une volonté, disons, dans cette guerre, de faire tomber Saddam Hussein. Bon, Oui. Saddam Hussein qui était un tyran, oui, comme il y a aussi des tyrans dans Platon, vous allez me dire, et alors ben alors, je veux dire que, ben oui, il y a des tyrans, si vous voulez, bon, c'est pas des gens qui mettent leur passion dans le pouvoir, quoi. Et je dois dire que il y avait quand même il y avait quand même une sorte de. On a vu qu'après Saddam Hussein, disons, le pays n'a pas pu se remonter. Et je dois dire que moi-même, ça c'est une opinion personnelle, on peut dire religieuse si vous voulez, on fait une opinion d'homme, quoi, d'honnête homme au sens classique. Hein. C'est que je trouve que le fait de l'avoir jugé et condamné à mort, surtout le jour de l'Aïd, c'est comme condamner à mort quelqu'un et l'exécuter le jour de Pâques, vous voyez. Bon, ou l'exécuter à la Noël. Bon, j'estime que, disons que l'intention n'était pas très bonne, voyez-vous. Non. J'aimerais pas, disons, être derrière la porte Elle le se jour du voulait jugement. symbolique. Oui, ça se voulait symbolique, une Mm. humiliation symbolique, etc. Mm. Et je dois dire que la manière dont il s'est défendu est celle d'un homme qui était courageux. Quoi. Ben oui, Mm. écoutez, je dois dire qu'il ne s'est pas effondré, il a simplement dit que le juge était payé par les adversaires. Ça, évidemment, il suffisait de voir le juge pour comprendre que les adversaires n'avaient absolument eu aucun effort à faire, voyez-vous. Il avait dépassé les procès de Moscou, voyez. Bien. Quand j'étais interrogé, je me rappelle par un journaliste qui est un très bon spécialiste de Gérard de Nerval. Vraiment, hein, c'est un Mm. journaliste que j'aime bien, qu'on se connaît depuis 20 ans. Maintenant, j'ai connu sa première femme décédée, qui était une jolie femme qui faisait de la littérature persane. Et alors, il a même reçu un professeur français dont je ne parlerai pas pour ne pas faire exploser la planète. Mais enfin, il m'a demandé, il m'a interrogé le jour de la mort de Saddam Hussein. Et je lui ai dit que ce sont les Américains, il me rappelle, je ne dis pas que ce que je dis soit des paroles d'or, mais je dis que ce sont les Américains qui ont mis la corde autour de Saddam Hussein. Et je dis que je le dis depuis 20 ans, plus de 20 ans, tout ça, je maintiens mon opinion. Il y avait bien sûr des querelles, bien sûr il y a des querelles partout. Vous savez,
des injustices partout, bien sûr, ça c'est depuis que, je ne dis pas que depuis le Kali Yoga, je fais pas un roman non plus, mais c'est un fait. Mais je dois dire que de ce côté-là, disons, la guerre entre l'Iran et l'Irak a été une guerre, disons, qui a été contrôlée de bout en bout par les étrangers. Je dis bien contrôlée. Le courage a été iranien jusqu'aux enfants, vous savez, qui sont allés sur les champs de mines, tout cela. On a parlé également de la guerre au gaz. On a dit souvent que les Allemands avaient fourni, ils me le disent toujours en Iran, les Allemands ont fourni le gaz. Oui, la firme était allemande, vous voyez, mais je peux vous assurer, avec ma mince connaissance que j'ai de l'anthropologie européenne, que ceux qui considèrent que ce n'étaient pas des Allemands qui s'occupaient de l'usine. Non. Ça, je veux dire, même avec un type, même un type qui n'a que le brevet, l'anthropologie, il le comprend. Bon, je te dire, c'est une entreprise israélienne, bien sûr. Et ça avait été dans Rivarol, je me rappelle à l'époque, qui n'est pas qui était pas du tout ni pour ni contre les Iraniens, qui soutenait davantage, je veux dire, la droite française, disons traditionnelle, Oui, oui. soutenait davantage Saddam Hussein. Mais je dois dire que on a menti, beaucoup menti. Il y a des choses qu'on n'a pas dites, et je pense qu'un jour on connaîtra la vérité. Et qu'il y a eu beaucoup de corruption dans cette guerre. Et c'est quand même étonnant, je le répète, pour ceux surtout qui pourraient nous écouter, qui ont une expérience militaire, quand même de voir une guerre qui est parsemée de mois pendant lesquels on ne se bat pas. Enfin, je veux dire, Oui, tout à fait. il y a quand même une. Qu'est-ce qui fait quelles sont les négociations, voyez-vous, qui sont derrière. Alors, on voit des Français qui ont fourni des armes. Je sais que le père d'une de mes amies, là, très bon ami maintenant, qui est en France, a été tué justement parce qu'il était aviateur et à cause du matériel que les Français, que Chirac venait de donner à l'armée irakienne et qui a évidemment fait donner une supériorité à la fin de la guerre à l'Iran. L'Iran avait obtenu une supériorité en maritime, dans la guerre maritime avec les vedettes suédoises, oui. Oui. Les vedettes suédoises ont donné évidemment un avantage très, très important aux Iraniens. Bien, il y a, vous savez, cette guerre-là a été terrible parce que juste avant la guerre, il y a eu donc cette révolution et beaucoup de cadres ont été éliminés à la manière bolchevique, c'est-à-dire que on prenait des officiers qui portaient un uniforme, ils étaient abattus. Et Bien. j'aimerais d'ailleurs que vous développiez davantage sur cette période-là, à partir de la révolution islamique, c'est-à-dire en 77 avec les manifestations étudiantes et Oui, tous les événements qui se sont produits à cette période-là, notamment aussi la prise d'otage à l'ambassade des États-Unis de Téhéran. merci, je vais le faire, oui. J'aimerais bien qu'on s'attarde aussi Oui, là-dessus, parce qu'on est, en on est bien dans effet, cette période mais et il y a vous avez raison. Il faut quand même, disons, pouvoir y atterrir. Enfin, faut prendre pied quand même là-dessus. Euh, les, euh, les manifestations contre le Shah et manifestations de caractère révolutionnaire étaient conduites traditionnellement par le Parti communiste, qui ne portait pas ce nom, mais qu'on appelle le Parti Toudé, dont je vous ai parlé. Et oui. j'avais vu d'ailleurs des manifestants, pour me situer, disons, enfin, pour me situer, je dois dire que c'est quand même une partie de ma vie. Hein. En 1960, j'étais donc à peine, j'étais ce qu'on appelle encore la fin de la période des faibles pour Platon. Et j'étais donc amené par mes camarades il y avait beaucoup de communistes à Henri IV, au lycée Henri IV, et ils m'ont, disons, séduit un peu en me disant qu'ils cherchaient à amener des gens en Allemagne, travailler en camp de travail. Et là, c'est là que j'ai connu les communistes là-bas et les anticommunistes aussi locaux qui étaient venus nous trouver, qui étaient remarquables, qui étaient des calvinistes. Et des jeunes étudiants calvinistes sont venus avec des gâteaux, etc. et nous expliquaient qu'il ne fallait pas croire ce qu'on disait, etc. Avec l'assentiment du directeur du camp, le brave Hermann. C'était l'Allemagne éternelle, c'est lui qui revenait. C'était très bien organisé. C'est plus tard que j'ai dit c'était organisé. Mais enfin, il y avait des gens du parti Toudé et des Hongrois. Et alors, j'ai discuté avec le parti Toudé, c'était des gens enthousiastes, un peu naïfs qui ne pensaient pas à mal et qui étaient, disons, assez nombreux dans les pays de l'Est. Et que les communistes, que les soviétiques flattaient beaucoup parce que l'ambition des soviétiques était d'étendre l'étendre l'influence de l'Azerbaïdjan
soviétique, un Azerbaïdjan iranien. En fait, tout l'Azerbaïdjan avait été iranien autrefois. Je vous ai dit la fois dernière, je termine là-dessus, puis je vais revenir à la chose. L'Azerbaïdjan a été, comme la Géorgie, comme une partie de l'Arménie, tout cela, avait été arraché à l'Empire perse en 1813, voyez-vous, par le traité de Golestan. Golestan étant le nom d'un village, hein, c'est pas l'autre Golestan que l'on connaît, c'est le nom d'un village où s'est signé le traité, un traité entre les Russes et victorieux militairement et les Iraniens, mais avec l'assistance évidemment, l'arbitrage de qui? L'arbitrage de la couronne britannique. Bien. Et donc c'était les Anglais qui avaient organisé ça et beaucoup de gens, vous savez, que je connais en Iran, sont des gens, des Azéris, on les appelle, c'est-à-dire des Turcs, comme sont les Azerbaïdjanais. Ce qu'on appelle d'ailleurs les Ottomans, à mon avis, d'après les recherches, sont en fait des noms de tribus qui sont des tribus turkmènes ou autres, qui sont des tribus d'Asie centrale, non pas de l'Asie anatolienne. Bien, peu importe. C'est donc ce parti Toudé avait eu une grande influence au moment de Mossadegh. C'est-à-dire quand Mossadegh, dont vous avez parlé, a voulu nationaliser les pétroles, il a voulu nationaliser les pétroles iraniens en se reposant sur Eisenhower. Bien. Oui. Bien, il était lui-même, n'oublions pas que Mossadegh était un franc-maçon. C'est pas du tout on ne fait pas un jeu de cache-cache, on le savait. Non, c'est connu. Oui, c'est connu, Oui, c'est bien connu. Et il était le premier docteur aussi, premier docteur iranien, c'était le premier docteur en droit. Et son gendre, je vous en ai parlé, certainement, oui, je vous en ai parlé, son gendre qui était en 1939, avait été écarté ensuite sous pression britannique parce qu'il avait fait des études en Allemagne et il était à 100% pour l'Allemagne, qui à l'époque m'était beaucoup intéressé, avait créé la première grande radio iranienne qui diffusait juste aussi, si les Arabes, des Arabes qui nous écoutent, mais les Français aussi, les Arabes nous écoutent, eh bien, qui avait diffusé les premières grandes émissions pour la Palestine, parce qu'il y avait deux radios, la radio iranienne, qui était pour la Palestine, la radio de Bagdad, qui avait été prêtée qui avait été prêtée par Baldur von Schirach. C'était Baldur von Schirach qui était le chef de la jeunesse hitlérienne dans la Hitlerjugend, de mère américaine d'ailleurs. Je crois donc qui avait épousé une femme de mère américaine, je crois. Avait prêté une radio très moderne, vous voyez, la troisième radio étant la radio italienne de Bari. Donc, il y avait quand même 3 stations de radio, ce qui était beaucoup à l'époque, vu surtout la qualité du matériel allemand. Mais, bref. Et puis ensuite, vous savez, je vous ai dit, même pour ceux qui me réécouteraient que c'est quand les Anglais donc, ont fait tomber le Shah d'Iran, eh bien, le Shah d'Iran, comment dirais-je, tous ces gens de Téhéran qui étaient des Palestiniens et autres ont été obligés de quitter l'Iran. Et le grand moufti de Palestine était également en Iran et il a été protégé à son départ d'Iran par les soins du consulat japonais. C'est le consulat japonais qui l'a fait partir en Turquie et de Turquie il est allé à Rome. Bon, Rome, évidemment, Mussolini l'a reçu avec des réceptions à l'italienne en mettant le Coran devant la table, etc. etc. Bon. Et lui, le grand moufti, connaissait parfaitement l'allemand puisqu'il avait fait la guerre de 14 avec les Allemands. N'oublions pas que l'influence de l'Allemagne, je reviendrai, croyez-moi à ce que vous m'avez demandé, elle date de la guerre de 1914. C'est ça qui est très important. Oui. L'Allemagne en 14 est avec l'Empire ottoman, vous voyez, et également avait l'influence de l'Iran. Donc, cette influence est restée quand même. Les générations n'étaient pas si importantes. Disons, je veux dire que le temps des générations n'était pas si important. Alors, pour revenir donc à ce parti Toudé, au Parti communiste, il a été fondé, bien sûr, après l'accession des bolcheviks au pouvoir, etc., développé avec l'occupation russe de l'Azerbaïdjan de 1941 à 1946, comme nous avons dit bien. Et alors, quand Mossadegh, je reprends les gens, quand Mossadegh a nationalisé, des forces obscures, comme on dirait, bien. Je ne sais pas comment dire, il y a des mystiques obscurs, là c'est des forces obscures, oui, ont lancé le parti Toudé en faveur de Mossadegh, faisant croire à la population qu'on allait tomber en régime communiste. C'est-à-dire qu'en réalité, on a assassiné Mossadegh avec ses SES partisans, ses partisans du jour. Il n'était pas du tout communiste, mais les gens disaient attention, nous allons tomber dans une dictature communiste. Et celui qui a défait cette révolution du parti Toudé, évidemment, Mossadegh ayant été finalement accusé de haute trahison, c'est-à-dire de travailler pour les communistes. C'est ça qui est important, ce qu'on ne dit pas. Il a été
Mossadegh, ces manifestants, ont été réprimés par le général Zahedine. Et je vous en parle, Mézi, parce que j'ai toujours eu bonne mémoire, peut-être ça sera aussi une des conditions de ma mort, peut-être c'est peut-être une circulation trop rapide, mais je préfère faire le cercle, vous voyez, tout ça. Oui, on a de tout et dans tout. Hein. Je me rappelle toujours, j'écoutais la radio avec papa, et je me rappelle le premier nom iranien que j'ai connu en politique, c'est le général Zahedine. Je peux vous assurer que j'ai ce souvenir. Et le général Zahedine, qu'est-ce qu'il faisait pendant la guerre? Tout le monde dit, qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre? Eh bien, lui, pendant la guerre de la guerre, quand on parle, c'est 39-45, les Anglais l'avaient enfermé pour le surveiller en Palestine, voyez-vous, dans un camp, pour ne pas qu'il bouge, parce qu'il était pro-allemand, évidemment. Mais, alors, vous comprenez qu'on a fait réagir Zahedine, quand on a dit à Zahedine, tu vois, les gens de la CIA, on dit, tu vois, regarde, c'est les communistes maintenant qui sont là. Non, c'était un jeu, voyez-vous, un jeu pour empêcher justement que la naïveté de Mossadegh, qui est un homme naïf, parce que quand même, de croire que l'on va lutter contre Churchill en choisissant Eisenhower, c'est d'être naïf. Hein. Surtout si vous allez, et je me permets, rassurez-vous, Mézi, je ne vais pas dire le secret de ce que j'ai à dire, mais je le formule quand même. Si vous avez des gens qui vont, comment ça s'appelle, à West Point, c'est facile, hein, à West Point, vous avez la salle des grands hommes, là. Regardez un peu, allez un peu voir ce qu'il y a du côté de Eisenhower. Et il y a une autobiographie anglaise, vous voyez, bien, il raconte qui il est, les origines, tout ça, il dit, ça commence, je ne lis pas la suite, hein, I am a terrific Swedish, et puis je mets 3 points, bien sûr, et évidemment, ça vous explique que le nom de Eisenhower, qui signifie le tas de fer en allemand, c'est Hauer, c'est le tas, et Eisen, c'est le fer. Je suis le fils d'un terrible ferrailleur suédois. Voilà, si vous préférez, si vous voulez que je fasse une traduction commentée. Alors, évidemment, à part ça, c'est un homme qui était considéré comme chrétien, protestant, etc., tout ça, mettant en garde contre le système comment on appelle, industriel, militaro-industriel, etc. Bien. Mais ceci étant dit, Churchill, permettez-moi d'insister, surtout pour les Iraniens qui écoutent, je dis Iranien, peut-être qu'ils ne savent pas, Churchill a été ignoble. À ce moment-là, Churchill, en 1953, était redevenu Premier ministre. Hein. Et il a fait, en salle des communes, il a fait un jeu de mots sur Mossadegh en disant c'est Messi, M-U-2-S-Y, Messi Duck. Messi Duck. C'est-à-dire, bon, le canard, je ne sais pas, je me rappelle plus le nom de canard. Le vilain canard, oui. Et il a dit ça, je me permets de dire, en état de légère ébriété. Bien, bon. Enfin, évidemment, c'était pas du tout, M. Mossadegh ne parlait jamais en état d'ébriété, vous pouvez l'imaginer. Et il a été donc, je dirais que le Shah d'Iran a été contraint d'être contre Mossadegh, car c'est le Shah d'Iran qui avait appelé Mossadegh comme Premier ministre. Mossadegh ne s'était pas imposé au Shah d'Iran, il avait été ministre du Shah. Mais on a dit au Shah, voyez-vous, c'est un communiste. Bon, vous êtes pour les communistes ou contre? Je suis contre. Bon, d'accord. Et bien alors, si vous voulez, la preuve qu'il était communiste, c'est qu'il est soutenu par le parti Toudé. Quand Khomeini est venu au pouvoir, tous ces gens du parti Toudé étaient dehors. Un. Deux, ils étaient armés. Et par qui? Par les soviétiques, bien sûr. Quand les soviétiques ont occupé le pays pendant 6 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait aux militants? Ils leur ont donné des armes, évidemment. Des armes qui sont sorties. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, l'armée. Ils avaient des gens dans la police, ils avaient des gens. Vous aviez également des supplétifs étrangers. Hein. Bon, je n'insiste pas. Bon, mais enfin, qui ont ouvert le feu. Je n'insiste pas pour ne pas avoir de problème, quoi. Bon, mais enfin, des étrangers, disons, oui, que l'on trouve partout. Enfin, que l'on trouve, je veux dire, de chaque côté. Vous avez un de ces étrangers qui avait en 1950, en 79, disons, pendant la Révolution, hein, il avait un grand immeuble qu'on appelle l'immeuble du plastique. Du plastique, c'est ça, en Iran, qui a brûlé il y a quelques années, et c'est un de mes amis, d'ailleurs, un de mes amis, Magid, qui est capitaine des pompiers, là-bas je connais bien sa famille, sa femme, sa belle-sœur, tout cela, et qui a participé, il a perdu des hommes du reste dans cet incendie, parce que l'immeuble s'est effondré sur les pompiers, etc. Il y a eu une dizaine de morts. Hein.
Et ça avait été construit par des Israéliens. Bien. Et donc, euh, quand la révolution a éclaté, le directeur de la maison, qui était lié aux Israéliens, mais qui était un persan, israélite persan, disons, mais enfin, il a été pris, regardez, pour vous donner le caractère de la révolution, le caractère trouble de la révolution Tout à aussi. fait. Il a été pris par un commando d'on ne sait d'où, vous voyez, et ce commando qu'on ne connaît plus, il a jugé à la manière française, vous voyez, c'est-à-dire révolutionnaire, vous voyez, où les avocats, vous savez, se mettaient contre leurs clients, quoi. Ce qui est arrivé avec Ceausescu, vous savez tout ça, oui. Oui, oui, Je me rappelle, vous vous souvenez, quand Ceausescu est passé, là, tout à fait. Elena, bon, elle a été accusée par son propre avocat. C'est quand même... Et ça, c'était français, hein. Ah oui, oui, c'était. Oui, 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 c'est. Ben oui, ils sont tellement. Il y a tellement la passion de la liberté que même l'avocat est soufflé. Eh bien, oui. Et alors, comment dirais-je, il a été fusillé, il a été jugé, fusillé aussitôt. Bien, vous allez me dire, et alors? Eh bien, alors, 48 heures après, je dis bien 48 heures après l'exécution de ce monsieur sur le trottoir, Mm. le Sénat américain a boycotté financièrement l'Iran. Oui. Je dis bien 48 heures après, en se fondant sur ce crime. Est-ce que vous voyez? En se fondant sur ce crime, ou crime révolutionnaire, ou action révolutionnaire. Je ne dis pas un mois après, hein. Je ne dis Oui, oui. pas 15 jours après, 48 heures après. Ou peut-être 3 jours, mais c'est 48 heures après. Je crois que c'est 48 heures après l'exécution que vous avez eu le premier blocus financier de l'Iran. Voyez-vous, donc le Shah d'Iran a quitté le pays. On l'avait déjà forcé de quitter le pays quand on lui a dit qu'il y avait le coup d'État communiste, évidemment. Il s'est réfugié en Égypte, non? Non, la première fois, en 53, Ah oui, en de 53, Al-Mortada, il c'était s'est pas réfugié en Italie. oui. En C'est plus Italie, tard, c'est beaucoup plus tard c'est qu'il beaucoup plus s'est tard qu'il s'est réfugié en bon, Égypte. Il s'est réfugié, 79, je pense. oui, en 79, il s'est Ouais. réfugié d'abord je crois, en Amérique latine et au Maroc, en Amérique latine, et depuis l'Amérique latine, il est allé, comme il était atteint d'un cancer, vous savez que Mm. quand il a été déclaré par le docteur Bernard, je crois, qui était notre médecin, un médecin français qui était le fameux docteur Bernard, cancérologue, aurait dit, enfin je crois qu'il n'y a pas de raison de ne pas le croire, aurait informé Giscard d'Estaing que le chat était atteint d'un cancer. Mm. Et Giscard, avec l'élégance ordinaire de Giscard, parce que j'avais beaucoup d'admiration. Enfin, à côté, je ne dis pas j'ai vu son père une fois à l'Institut de France qui était remarquable. Mais le fils n'avait pas cette même hauteur. Alors, sachant qu'il avait un cancer, il s'est dit on peut très bien le faire tomber. C'est pour ça qu'il a demandé il a poussé Carter, voyez, à faire Oui. tomber le Shah d'Iran. Et je vous ai dit autrefois, la seule personne qui a refusé de faire tomber le Shah d'Iran, c'est évidemment le chancelier Schmitt, bien, Mm. qui a dit que ce n'était pas d'abord le rôle des États de faire tomber notre chef d'État, et premièrement, ce qui était vrai, et deuxièmement, qu'il ne voyait pas du tout. Et alors, à ce moment-là, je peux vous dire que l'Allemagne, qui avait, comme Siemens, par exemple, qui avait d'excellents résultats en Allemagne, qui était présente en Iran, qui était présent dans l'Empire de Perse depuis 1868, c'est-à-dire 2 ans avant la formation du Reich à Versailles, vous savez, donc Reich Bismarck. Il y avait Reuters aussi, bon, qui travaillait avec Siemens, le fondateur de l'agence Reuters. Bon, je ne raconte pas sa vie parce qu'elle n'est pas très édifiante. Il est parti avec le brevet d'un autre Allemand. Enfin, bon, l'autre Allemand est mort pauvre et lui est mort riche. Bon, heureusement qu'il y a un jugement dernier quand même. Enfin, bon, il est comme ça. Et alors, eh bien, Siemens, depuis 1868, était présent. Et un jour, bien après la Révolution, bien sûr, bien après la Révolution, nous avons eu, sous prétexte de lutte contre l'Iran, contre la dictature des mollahs, comme on dit, en 2009, eh bien, il y a eu, comment on appelle, Siemens, qui était dirigé à ce moment-là par un Autrichien nommé Löscher, je crois. Löscher, L-O-S-C-H-R, Peter Löscher, je crois, eh bien, a arrêté tout contact avec l'Iran, c'est-à-dire avec une perte d'argent colossale. Donc, ça veut dire que cette lutte révolutionnaire, cette lutte de caractère révolutionnaire en Iran, a entraîné une diminution de l'aide que beaucoup de peuples, beaucoup de pays apportaient à l'Iran. Elle avait Mm. certainement des causes internes, voyez-vous, ça je ne le dis pas.
des causes internes dont j'ai parlé. Mais ces causes internes, je ne sais pas si j'en ai parlé, parce que j'ai parlé de Gobineau, mais je ne sais pas si j'ai parlé de l'article j'aurais voulu, de l'article publié dans la presse américaine, Mézi. Est-ce que j'ai parlé de le trait prédominant des Iraniens politiques? C'est l'autre article que Oui, est vous un m'aviez intérêt. envoyé. Est-ce que je l'ai dit? Oui. Non, je ne crois pas que je l'ai dit. Eh bien, écoutez, je vais le redire pour expliquer l'état d'esprit que les Américains constataient en Iran au moment de la Révolution. Si vous permettez, enfin, si vous trouvez que c'est… Alors, oui, bien sûr, je l'ai sous les yeux, l'article. Alors, là, cet article, je le dis pour les auditeurs, c'est tiré d'un rapport secret, je l'ai déjà dit 2 fois, donc, de l'ambassade américaine de Téhéran. Sur Internet, j'ai vu le numéro 5234. Je l'ai traduit de l'anglais, bien sûr. Et bon, ben, ce sont des papiers reconstitués, n'est-ce pas? Oui, après, par ceux qui faisaient disons, le siège, qui étaient rentrés. Alors, voici ce que disent ces observateurs de la politique iranienne qui sont à l'intérieur de l'Iran, qui vivent en Iran. Je dirais que ce que font, on dit la CIA, etc., c'est ce que font tous les régimes politiques, évidemment, ils ont toujours des observateurs. Hein. Bon. Oui, bien sûr. Si vous croyez que les Russes n'ont pas d'observateurs en France, c'est que vraiment vous êtes optimiste. Vous êtes comme le professeur Pangloss, là, dans Candide. Oui. Non. Alors, je me rappelle, enfin, je dis, le trait prédominant des Iraniens politiques est un intérêt personnel extrême. Est-ce que je l'ai dit? Et moi, j'ai pris le terme sublime self-interest. Alors, comment vous dire, je le lis lentement parce que attendez, sublime self-interest, je n'arrive pas à le joint au refus, donc un intérêt personnel extrême, joint au refus d'assumer une responsabilité. C'est-à-dire qu'on est responsable en Iran de soi et des siens, mais le sens de la responsabilité étatique n'est pas très bien marqué. Bon, écoutez, c'est ainsi fait. Moi, je le constate, par exemple, dans la corruption. Je ne dis pas que le pays est corrompu, mais je dis que j'ai vu des gens très simples édifier une certaine fortune. Bon, fortune, c'est relatif, hein, et aussitôt être insensible à leurs compatriotes. Voyez-vous? Donc, il faut pour cela un gouvernement fort. Évidemment, il faut un gouvernement fort. Si vous marchez mal parce que vous êtes trop gros, eh ben, il faut quelqu'un qui vous pousse. Ben, évidemment, enfin, je sais pas. Il faut marcher quand même. On ne peut pas rester là. Et donc, il fallait, à mon avis, c'est pour ça que j'ai toujours estimé que ce qui était bon en Iran avec cette révolution, c'était qu'il y avait, par exemple, le guide suprême qui s'occupait de la moralité publique. Ça, je reconnais, oui. Ici en France, il pourrait faire un stage, il pourrait l'avoir pendant 15 jours, par exemple. Oui. Ça, c'est vrai, ça, c'est bon. Bien, c'est un ancien de l'université Lumumba de Moscou, etc. Enfin, il faut bien étudier quelque part, d'ailleurs. Enfin, il a été un peu formé comme ça. L'influence des communistes a été terrible, vous n'imaginez pas. Ensuite, mais disons, je pense qu'il vaut mieux que ce soit un laïc qu'un homme religieux qui soit président, comme l'a été Ahmadinejad, par exemple. Parce que l'homme laïque, il a davantage le sens de sa culpabilité, de sa responsabilité. Et, tandis que l'homme religieux, il arrive toujours à trouver des arguments pour dire que malgré tout, si ça ne marche pas bien, il fait quand même ses devoirs, voyez-vous. Il a tendance à s'absoudre lui-même, voyez-vous. Oui. Ça, c'est un trait, ce n'est pas du tout général, bien naturellement. Mais disons, bon, il est… oui, en cas de difficulté, il s'en remet à Dieu. Voilà, il s'en remet à Dieu. Ben oui, c'est-à-dire oui. Et alors que la formule de Luther, qui est reprise par les Allemands, c'est nous sommes co-ouvriers de Dieu, co-arbeiter mit Gott, c'est-à-dire qu'on travaille avec. Imaginez, vous travaillez avec quelqu'un à faire une maison, tout d'un coup vous arrêtez en disant c'est toi qui sais mieux le faire, vous comprenez? Bon, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très bien.
Évidemment, c'est un peu, j'ai fait un peu le Platon du pauvre, si vous voulez. Non, mais je comprends. Enfin, c'est quand C'est même assez vrai. éloquent. Ben oui, c'est éloquent, hein, ça Oui. dit. Alors il dit, le développement, voici ce que dit l'article, donc ces gens de la CIA, le développement désastreusement étouffé de l'Iran, de la décade écoulée, il parle du Shah, hein, a Oui. été bien sûr dû à une ampleur considérable de la vénalité du sommet, mais a été en premier le résultat de choix délibérés par les masses, j'arrive pas à trouver, par les masses qui mettent leur intérêt personnel par-dessus l'intérêt national. Des conversations avec des industriels, des fermiers, etc. Je dis etc. parce que c'est un peu fermé, ouvriers et professionnels, nous ont, avec le temps, forcé de constater qu'ils savaient, attendez, j'arrive pas à voir, qu'ils Alors, savaient, je peux euh, continuer si vous voulez, hein, Pierre. allez-y, 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 oui, si Qu'ils vous l'avez. savaient que leur, qu'ils savaient que leur action signifiait un trouble à venir pour l'Iran, mais du moment que chacun s'y livrait. Vous voulez ajouter quelque chose à ce moment-là ou je continue la Non, lecture? vous continuez, oui. Ce trait de caractère s'est transposé dans l'action politique et la révolution. Dans l'Ancien Régime, le soutien cynique de politiques contradictoires, par exemple des constitutionnalistes soutenant Khomeini, anti-constitution, l'agitation irreligieuse du drapeau, de la religion, etc., s'accompagnait du propos si moi, par ce processus, puis obtenir le pouvoir, je corrigerai ces contradictions. Voilà. Et alors donc, je vous dis, vous voyez, je crois que c'est un texte que j'ai découvert, il n'était pas dans un livre, je l'ai vu sur Internet, donc parmi les documents qui ont été saisis à l'ambassade américaine, c'est une observation. Je crois que dans le même texte, ils interrogent Shakur Bakhtiar, qui par la suite a été assassiné, euh, et ils obtiennent le même résultat, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une certaine, comment vous dire, pas une corruption, c'est pas seulement ça, mais un certain laisser-aller. Voyez. Je Oui, donne un exemple quand même remarquable. Je ne veux pas du tout compromettre quelqu'un, mais donc je parle de façon tout à fait neutre. Mais par exemple, je connais quelqu'un qui reçoit une bourse du gouvernement iranien pour travailler à l'étranger. Bien. mm, Bourse méritée d'enseignement supérieur, hein. Bon. Et on lui donne quelques milliers d'euros, pas suffisant pour faire même un an. Enfin bon, vous allez me dire, on peut survivre, mais enfin, bref. Et la personne qui lui dit ça, qui est un homme du ministère, donc un cadre supérieur, enfin bon, lui dit, oh là là, il dit, pourquoi vous ne restez pas à l'étranger comme tout le monde? C'est-à-dire, bon, ça paraît incroyable, mais c'était presque un appel à la désertion. oui, Je ne sais pas comment dire, des fils de grands dirigeants, ce n'est pas les fils de tous les dirigeants, de grands dirigeants, de certains grands dirigeants, sont exilés volontaires, oui, à commencer d'ailleurs par un des fils de Roménie. Enfin, il y en a un qui était mort rapidement après lui, qui était un homme d'ailleurs très estimable, à mon avis. Bon, il est mort bien rapidement, enfin ça peut arriver. Mais l'autre, non, je connais des gens qui étaient même, un des fils, je crois, a été, euh, a été redoutablement contre son pays. Dit pour Américain, pas plus pour Américain, mais il n'y a pas cette, comment vous dire, cette d'attachement. d'attachement Mm. naturel, voilà, d'attachement naturel. Et alors, l'attachement je vous dis, au sien, à la famille. Mais alors, j'essaie de comprendre cela. Je dis, mais est-ce que vous avez, quand je suis en famille là-bas, ou chez des gens, je dis par exemple, bon, je peux dire par exemple que l'ancien Shah d'Iran, donc Reza Shah, celui qui a remis le terme d'Iran, est Oui, populaire. Il est populaire, on ne peut pas dire le contraire. Si j'avais encore les documents allemands que j'ai, je pourrais dire, par exemple, le développement qu'il y a eu sous son règne est un développement réel. Qu'il y a eu des injustices, oui, qu'il y a eu des persécutions, il y en a toujours. Croyez-moi, vous ne croyez pas qu'il n'y a pas eu des persécutions en France, quand même, bon, et qu'il y en aura, euh, surtout quand on a connu la fin de la guerre, hein, et la guerre est la fin de la guerre. Bon, il y en aura toujours, hein. Mais je dirais que euh, cette, euh, comment vous dire, cette indifférence en matière
de politique, d'État, Mm. et par exemple, fait considérer comme normal que quelqu'un qui lui dit, mais vous ne changez pas, il n'y a pas de politique, oh non, ils s'en mettent plein la poche. Bon, c'est bien s'en mettre plein la poche, mais vous avez l'impression que si la personne, quelqu'un lui succède, il s'en mettra plein la poche. Alors, euh, vous allez me dire, est-ce que c'est tous comme ça? Je ne pense pas, parce que quand même, le pays ne marcherait pas avec des gens qui sont malhonnêtes. Mais dans je dirais, dans des secteurs qui ne sont pas forcément des secteurs très élevés, mais des secteurs intermédiaires, des secteurs, disons, moyens. Vous voyez? Oui, mais C'est c'est là que je vois la corruption. bah, disons qu'après, par rapport à ce que vous disiez aussi, on en avait déjà parlé, la dernière fois, professeur, c'est que ce qui se passe, c'est que la propagande américaine est telle, c'est-à-dire que depuis, la mainmise des États-Unis, sur, l'Iran, Oui, c'est-à-dire oui, oui. depuis les années 50, il y a une propagande assez importante et c'est vrai que lorsqu'on parle avec la jeunesse iranienne, le rêve, c'est quand même de vivre aux Ah États-Unis, oui, oui, oui. de travailler aux États-Unis et c'est vrai que les États-Unis a trouvé une manne en Iran, Tout à fait. d'excellents ingénieurs, enfin de gens très Ah oui, qualifiés, oui, de oui, très médecins, qualifié de médecin, oui, oui, oui. Je veux dire, à ce qui propos, mais je vous reprends pour oui, ceux qui oui, nous écoutent, beaucoup d'Américains, non iraniens, oui, mais au oui, contact oui, d'Iraniens vivant aux États-Unis, vont se faire soigner en Iran pour des oui, opérations, etc., tant le pour des niveau raisons de de coût aussi. compétence, oui, et raison de coût. Enfin, il y a le coût, bien sûr, mais disons que, bah, enfin, je dis pas, il y a certains pays, même si le coût est très bas, bon, je préférais quand même attendre. Vous voyez, bon, Oui, je ne oui, tout dirais à pas. fait, oui, oui, c'est Et vrai. là, oui, je dois dire que, alors évidemment, j'ai discuté avec la plupart des Iraniens que je connais. Je suis allé voir en médecine quelques-uns pour demander des conseils, des choses comme ça. Bon, je les ai trouvés très compétents. La plupart ont fait leurs études, évidemment, à l'étranger, tout cela. Mais le niveau, je sais qu'on m'a dit que le niveau était très, très bon là-bas sur place. Oui, La qualité des opérations, surtout, est très bien faite. oui. Alors, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher. C'est évidemment, vous avez bien insisté. Mais enfin, il y a quand même le. Je ne crois pas, bien sûr, ça existe, mais Ce n'est pas euh, non, ce n'est pas le seul seul, enjeu. ça existe, bien sûr. Mais disons, il y a quand même une qualité. Et Oui, alors, pour cela, ils viennent, voyez, ils viennent, ils repartent. Alors, je connais des gens qui sont surtout maintenant au Canada, et aussi, oui. ils célèbrent la Shura, par exemple, la fameuse semaine, c'est une sorte de semaine sainte, vous savez, avec la mort du petit-fils de Seigne, la mort du petit-fils de Mahomet, qui est tué par des musulmans. Vous voyez, c'est très important, ça, c'est même unique, disons, dans le, dans le, dans le monde musulman, de voir cette. Avec, c'est une épopée, toujours sur la forme de l'épopée. Bien, et ça, ils le célèbrent, ils sont attachés aux fêtes religieuses, ils sont attachés au pèlerinage, mais pour le reste, ils préfèrent même vivre souvent, comme ça, je l'ai constaté à Paris, et ça m'a été dit par un de mes amis qui est toulousain, mais qui est un Irakien de Toulouse, un Irakien chiite de Toulouse, que beaucoup de filles, par exemple, tombent dans un état de misère, sont reprises par des réseaux, etc. Tout Oui, ça en France, hein, je dis parce que je connais la France, et tout ça parce qu'elles ont été séduites par ce mirage. Je ne dis pas que la France soit un mirage, vous voyez, mais la radio, surtout la radio, la BBC anglaise, que j'ai entendue dans les campagnes, je l'ai entendue moi en pleine forêt, vous savez, la BBC anglaise. En pleine forêt, j'étais dans un pavillon forestier, il y avait la télé, ben, il y avait la BBC avec la dame qui disait nous sommes un pays libre, venez en Angleterre, vous voyez, bon. Et, bah oui, c'est quand même impressionnant. Alors, je me rappelle parce que lui, le monsieur m'avait dit il est mort maintenant et on s'entendait très bien. C'était le parent de quelqu'un qui était que je connaissais là-bas. Enfin, il m'a dit mon grand-père, mon beau-père voudrait vous voir. Il m'a dit quel est l'homme que vous aimez le mieux en Iran? Et moi, je ne sais pas, j'ai dit moi j'admire beaucoup Reza Shah. Aussitôt, il se trouvait que peut-être parce que j'avais vu son âge, il était plus âgé que moi. Et il m'a dit, mais j'ai dit, vous avez combattu, il dit, avec Reza Shah, vous avez connu les soviétiques, il dit, oui, j'ai combattu les soviétiques, dans l'aviation, tout ça. Alors évidemment, bon, après j'ai continué, j'ai développé, si je puis dire, bon, on était très. Mais on jouait aux échecs iraniens, et il m'a dit, ben oui, il m'a dit, on a de dire, ben oui, c'est la radio. Mais écoutez, en pleine forêt, nous étions à 60 kilomètres de Téhéran, parce qu'il avait des propriétés là-bas. De ce côté-là, bien sûr, je dois dire que il y a eu une répression, vous savez, de certains éléments extrémistes par Khomeini.
Et c'est cette répression de gens qui attaquaient, on me l'a souvent dit, qui attaquaient des gens dans la rue parce qu'ils portaient un uniforme. Ça allait du facteur jusqu'à l'officier, vous voyez. Ah oui, c'était une terreur qu'ils ont subie. Cette terreur a profité à l'imam Khomeini Oui, parce qu'il est apparu comme un homme d'ordre, voyez-vous. Voilà. oui. Et ce qui a été le cas. Et alors ensuite, maintenant, évidemment, il n'a pas, il avait une utopie, je crois que c'est une utopie, je parle sur le plan humain, hein. L'utopie, c'est qu'il a été, à mon avis, bon, je ne vais pas parler des hypothèses, mais des hypothèses trop audacieuses, très audacieuses qu'on fait de lui, mais il a cru que les, euh, les chiites de Bassora, etc., voulaient se rallier à l'Iran. Mais non, les chiites de Bassora sont des chiites, bien sûr, arabes, mais les Arabes vivent avec les Arabes. Je ne sais pas comment vous dire. Ben oui, Oui. ben, d'autant qu'il y a une erreur à ne pas faire, que des gens d'Orient m'ont dit, une Tunisienne qui était mon ancienne élève, qui a épousé un Syrien qu'on appelle comme la famille de Bachar el-Assad, qui est Ah, j'ai oublié. alawite, alawite, hein, Les alawite. Alaouites. Alors elle me dit, mais la plupart des familles, y compris en Irak, sont des familles mixtes. Vous n'avez pas des familles entièrement sunnites, des familles entièrement chiites, des familles musulmanes. Bon, et même, disons, bon, ils participent des fêtes. Bon, en fait, ils participent aux fêtes chiites, puisqu'il y a plus de fêtes chez les chiites que chez les sunnites, puisqu'il y a évidemment cette fête de la Choura qui est importante, et que évidemment, les gens comme Ali, etc. Quand une amie tunisienne que je connais depuis des années, la petite Samia, me dit tu sais, Ali, tu connais Ali? Il me dit, je dis, oui, je connais le cousin de. Oh, mais Ali, dont parlent les chiites. Vous voyez ça? Oui. Ali, il y a même contrairement à ce qu'on dit, je l'ai vu, il y a même un prestige, voyez-vous, de l'Iran dans le monde musulman sunnite, traditionnel, mais disons que on leur attribue une certaine particularité, bien sûr originalité, ce qui est exact, mais je dois dire que sur le plan religieux, j'ai eu un directeur vous savez que j'ai travaillé, j'ai jamais travaillé, j'ai travaillé comme à titre privé, sans aucune, comment on appelle, sans rien recevoir. Tout ce que j'ai fait a toujours été libre. J'ai jamais voulu être payé quoi que ce soit pour rester libre, hein, c'est tout. Et je ne voulais pas, j'avais l'impression de prendre quelque chose aux Iraniens, alors que non, et en Autriche, ça a été pareil aussi, j'ai travaillé librement, je vivais sur mon traitement d'ici. Mon directeur, qui était un très bon tennisman, les sionistes, il était sunnite, oui, il était sunnite. Voilà, oui, enfin, ça m'arrive quelquefois. Faire attention. Je vois tellement de choses, c'est comme un contrôleur aérien, il voit tellement d'avions qu'il se demande s'il a bien vu celui qui est bon. Et alors, bien, il voit toujours le ciel. Quel ciel, mon Dieu, quel ciel. Et alors, il y a même aussi en Iran, puisque nous parlons des sionistes, il y a évidemment une propagande très importante contre Israël, mais évidemment, croyez-moi, même le Shah d'Iran avait, vous le verrez sur Internet, mais je ne peux pas donner vous avez une interview que vous trouvez si vous faites le Shah, vous voyez les photos Shah d'Iran. Il est interrogé par, je crois que c'est le New York Times, je ne sais pas, enfin, il est interrogé par un journaliste américain, et le Shah dit, je vous parle des années 73, 14, hein, et il est accusé, le Shah, de dire qu'il y a une influence trop grande des Juifs donc, dans la presse américaine, et que ceci porte tort à Israël. Oui. Alors aussitôt, on essaie de le pousser à bout, vous voulez dire qu'il y a une influence etc. Oui, Vous bien voulez dire sûr. qu'il y a une Ils ont influence même. dans l'économie, vous savez comment il répond? Bien C'est des gens sûr. qui ont de l'esprit. Il me faudrait pour cela un ordinateur, un computer, vous voyez. Et malheureusement, il dit, je n'ai pas trouvé ce computer. À ce moment-là, je pourrais vous donner un résultat quantitatif, voyez. Bon. C'était assez fin, c'était fin, Oui, oui. bien sûr. Ouais, C'était c'est une fin, façon oui, c'était fin, de mais détourner. détonné. Alors évidemment, il est représenté, c'est normal, par les révolutionnaires comme étant. J'ai vu par exemple une scène de torture, enfin, j'ai vu des scènes, on me l'a présenté, j'étais avec un député de la Douma, Sultanov, vous en avez parlé, Tartare. Mm. Avec lui, je ne craignais rien. Alors là, non, j'aurais pu. Ouais. Là, je fais les quartiers difficiles, je les fais avec Sultanov, oui. Parce que là, c'est l'armoire à glace, oui.
Et Ah oui, par c'est ça. contre, on pourrait, parler Allez-y. éventuellement parce qu'en fait, on a évoqué énormément de sujets et on a un petit peu occulté la prise d'otage. Cette Ah fameuse oui. prise d'otage, Alors, qui a duré 2 ans. oui, mais qui a duré 2 ans. Écoutez, heu, je pense que vous me demandez un avis, et je ne peux pas donner de preuves de ce que je dis. Alors, on Oui, pourrait se taire, mais enfin, il y a un devoir aussi quand même de parler des apparences. on est Heu, d'accord. donc on ne peut pas non plus ne rien dire. Vous savez, enfin bon, bon, bon. Et il a, heu, je trouve quand même étonnant, il y a une des choses étonnantes, hein, c'est que, heu, lorsque Carter, c'est passé sous Carter ceci, je veux dire Oui, c'était Jimmy la Carter. révolution, Carter s'était prononcé, on le sait, j'ai même entendu, je crois, j'ai même lu plutôt, lu le compte rendu donné par l'Israélien qui était à ses côtés, lorsqu'il a reçu, je crois, c'est Begin, je crois, c'est Begin, Begin. Oui, je me souviens. Alors Begin, Carter a dit qu'il fallait rendre justice aux Palestiniens, etc., et qu'Israël devait faire quelque chose pour les Palestiniens, qu'on ne pouvait pas rester en cet état-là, etc. C'était une critique, disons, correcte, hein, correcte, quoi, disons, Oui, et on peut dire même correcte et chrétienne, ouais, chrétienne, quoi, c'est-à-dire appeler ça morale chrétienne, enfin, oui, parce que c'était un chrétien authentique, hein, c'était pas oui, l'homme de tout à fait, c'est pas du c'était pas tout, l'homme de Epstein, c'était pas le pédophile, non. Ah non, 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 non. non, non, là, non, 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 pas du tout, non, enfin, je veux dire que Epstein, dont on ne sait s'il est Jésus-Christ, on sait qu'il est ressuscité, l'autre, on ne sait même pas s'il est mort, vous voyez, bon. Faisons attention avec ce sujet. Oui, faisons attention avec ce sujet, on ne sait pas. Faisons attention, soyons prudents. Soyons prudents. Restons sur les passages cloutés. Et, et là, bon, je crois qu'on a voulu faire tomber donc Carter pour faire venir Reagan. Et vous savez comment on a fait C'est vrai. tomber Carter? C'est en organisant disons, enfin, après l'échec, on l'a fait tomber à cause de l'échec qu'on lui a imputé d'une Oui. impréparation de la libération des otages de l'ambassade d'Iran. Mmh. Bon, ne me dites pas que maintenir des gens pendant 2 ans, Oui, ça a tout de une même, hein. signification. Ben non. Si, la signification, c'est qu'il y a comment vous dire, euh, des négociations derrière, évidemment. Oui, oui, Il y a d'accord. aussi peut-être, euh, enfin, disons que c'est tout à fait un phénomène anormal, tout à fait anormal, et qui d'ailleurs ne signifie rien, parce que cette prise d'otage de l'ambassade, c'était parce que les Américains avaient reçu le Shah d'Iran. Mais c'est Oui, l'inverse. Les Américains ne voulaient pas recevoir le Shah d'Iran chez eux. Le Shah d'Iran était, je crois, au Nouveau-Mexique, si je me trompe, vous savez, je n'ai pas. Et il a été sur le territoire américain pour son opération. mmh, Et c'est quand il a été sur le territoire américain pour son opération qu'il y a eu une manifestation disant que les Américains n'ont pas soutenu le Shah, comme, comme on pourrait s'y attendre quand on lit l'histoire. Oui, enfin, je ne dis pas qu'ils étaient pour l'imam Khomeini, euh, je serais moins sûr pour les Britanniques, hein, parce que, oui, même quand je dis moins sûr, oui, c'est vraiment une manière de parler, ouais. d'accord. Une litote, hein, bon. Mmh. Une litote, oui, c'est ça. Oui, Et bon, les Français, comme toujours, nous voulons apparaître, nous, c'est une question de don Juan. On a fait du don juanisme là-dessus. Bon, euh, ça va don Juan quand on est espagnol, mais français, ça fait une imitation, vous comprenez? On n'a pas, oui, on n'a pas le côté dramatique, parce qu'il y a un côté dramatique dans le don Juan. Là, c'est pas du tout. Et alors, bon, Giscard a voulu faire ça, et Giscard savait qu'il jouait sur du velours parce que le chat était cancéreux. Je trouve ça assez bas. Pour mmh, moi, c'est enfin assez bas au niveau des chefs d'État, si vous les voyez. On mmh, savait que quand le chat est tombé, qu'il était cancéreux, qu'il n'avait que pour quelques mois. Ah oui, c'était vrai. mmh. Ça a été discuté, vous savez, à la conférence des Caraïbes, qui s'est tenue, je crois, en Guyane aussi, vous voyez. Et Mmh. c'est là que, je dis, il a été décidé la chute du chat. Enfin, c'est quand même très important. Je n'ai pas imaginé que il y a la révolution en France et que la chute de Louis XVI soit en même temps décidée par, par les autres pays européens. Enfin, c'est pas passé comme ça quand même. Bon, je sais pas moi.
il y a quand même, à mon avis, un défaut de logique, hein, voyez. Oui. Et pour moi, euh, disons, les choses seront publiées un jour, mais évidemment, je ne crois pas que nous puissions le savoir bientôt, parce que l'Iran, aujourd'hui, disons, pour des raisons, pour des pressions qu'on ignore, a été rejeté dans le neutralisé. Lui neutralisé, le mot est fort, non, mais a été rejeté dans le camp de la Chine, surtout de la Chine, de la Russie, puisque vous savez qu'il y a un traité de protection de la Chine, de l'Iran par la Chine. Il doit durer à peu près une trentaine d'années. Bien. Si vous étiez chef d'État, je vous déconseillerais de pratiquer une politique avec la Chine. Enfin bon. Oui, plutôt. Enfin, je crois que alors là, c'est le système communiste, quoi. Le parti Toudé à côté, c'est un jeu de marionnettes. C'est Ouais, pour les d'accord. petites filles. Hein. Ah oui, tandis que là, la Chine, c'est très dur. C'est très, très dur. Et la propagande, enfin, je crois savoir qu'Ahmadinejad a, que je me souviens avoir vu, d'ailleurs je l'ai vu lors d'une conférence, je l'ai entendu parler aussi, oui, là il parle comme un professeur. Oui, tout à fait. Vous voyez, s'est prononcé contre ce traité avec la Chine, d'après ce que j'ai lu dans Telegram, je crois, ce qu'on m'a renvoyé à Telegram, vous savez, vous connaissez Telegram peut-être. Oui, le télégramme, oui. Alors, je crois qu'il y a cela. Je crois que, comment dirais-je, je crois que, enfin, évidemment, nous sommes aussi en Orient. Bon, c'est quand même une manière de parler aussi. Il y a des secrets que l'on ne connaît pas. Il y a cet homme dont je vous ai parlé là, qu'on a vu flotter sur sa piscine. Bon, comment il s'appelle, mon Dieu, il était très si important. Et toujours, ils ont des enfants, tout ça, qui sont partis en Angleterre et autres, et Bien qui sont sûr. opposés au régime. Je n'ai jamais compris, moi, des gens dont les enfants sont opposés au régime. Enfin, Moi, c'est je comme pense que c'est une façade aussi, hein. je crois que c'est une façade. C'est une Voilà. façade, oui. C'est une façade. Pour Voilà. pouvoir C'est aussi comme ça que je rester le dans le vois. pays où ils sont. Voilà, pour pouvoir rester dans le pays où ils sont. Exactement, Mm. exactement. Exactement. Alors, je suis un peu inquiet, bien sûr, de la suite. Vous me parliez de cette occupation de l'ambassade. Je n'en vois pas réellement la signification. Je crois qu'elle nous échappe, qu'il y a eu et maintenant, évidemment, vous aviez quand même la marche vers la guerre, hein, la marche vers la guerre, Bah oui, la parce marche qu'en vers même la guerre temps, avec l'Iran, avec l'Irak. oui, avec Mais l'Irak, bah, c'était en 80, hein, donc en 80, c'est 80, l'Irak qui envahit l'Iran. qui a Et envahi l'Iran. moi, personnellement, après, j'ai une opinion sur cette prise d'otage. Moi, je pense qu'elle a été orchestrée. Je vais peut-être me faire Non, 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 je vous en prie, incendier, mais moi, je mais pense qu'elle a été orchestrée par les États-Unis, oui, moi aussi, je pense aussi. bon, comme d'habitude, en fait, Je hein. Je pense suis aussi, je pense désolée, mais c'est une mise en scène des États-Unis. Une pour mise en faire scène. tomber Carter, pour faire Voilà, tomber Jimmy exactement. Carter, et puis Voilà, moi je voilà. le crois. Mais je pense que les Américains aiment bien y mettre les moyens, donc Alors, je répète, pour c'est pouvoir affirmer votre opinion, pour pouvoir, disons, donner du poids à la vraisemblance de votre oui, opinion, je dirais que lorsqu'il y a eu cet échec de libérer les otages, mmh. eh bien, cet échec a eu lieu parce que, c'est pourquoi? Parce que les conditions météorologiques étaient défavorables. Oui, oui, Ça veut dire c'est un donc paramètre, en Ça veut fait. dire que, mais ça veut dire donc qu'on a fait partir cette expédition en sachant qu'elle allait échouer. Écoutez, vous êtes quand Tout même à fait. capable de prévoir une tempête de sable, non? Oui. Voilà. On est Ah d'accord. oui, quand même. Ah mais, et ça, disons, vous savez, ce sont des choses qui marchent sur le moment. Et puis le temps, disons, le temps use un peu les images Tout à fait. et vous dites, mais enfin, vous arrivez au niveau de la compréhension logique. C'est illogique quand même ça. Comment se fait-il qu'une si grande puissance puisse envisager de faire partir des gens dans le désert alors que D'accord. on sait très bien que Begin était opposé, Begin, et puis je vous ai dit, bien, je renvoie à ce que j'ai dit sur Begin en Iran, vous savez qu'il a franchi l'Iran avec l'armée rouge, hein. Oui, Il avait lui-même le titre d'officier de l'armée rouge. Il était officier de l'armée rouge. Alors, je veux bien qu'il soit persécuté, mais enfin, quand vous arrivez au niveau d'officier de l'armée rouge, c'est quand même que
enfin, vous êtes plutôt persécuteur aussi, vous voyez. Enfin, vous allez un persécuté, persécuteur, ou un persécuté, persécutant. Oui, voilà. Bon, et il est parti avec quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ils sont allés en Palestine, donc, et je vous ai dit que ce fameux général qui avait organisé la lutte, non pas contre Mossadegh, bien sûr, mais contre le parti Toudé qui soutenait Mossadegh, le général Zaïdine avait été enfermé dans un camp en Palestine pour être bien surveillé par les Anglais et les autres, si on peut dire. Quoi. Les autres qui étaient également des Anglais. Enfin, non, mais vous savez, non, mais c'est. Et tous les événements se produisent presque au même moment, c'est-à-dire qu'au même moment, Oui, c'est ça. le premier président religieux en Iran, c'était Ali Khamenei, je crois, C'est a ça, été oui. élu à ce même moment, dans Oui, cette période trouble. il a été élu à ce même moment à cette période de trouble. C'est exact, c'est exact. Il a été élu Donc, à cette période de trouble. C'est ça, Amélie a été donc élu à cette période de trouble. si on n'arrive Alors, pas à faire des connexions et des liens, je ne sais pas. Je non, veux dire, non, je ne suis non. pas complotiste, Alors, mais bon. qu'est-ce qui a fait le succès d'Ahmadinejad, par exemple? On me l'avait dit. C'était ce qu'il avait fait à Damran, Oui, à Téhéran, et à Damran aussi, il a poursuivi pendant qu'il était là. Il a relevé une région qui était tout à fait morte. Évidemment, on a dit que c'était ce qui est normal, qu'il y avait une famille qui était là-bas. Enfin, une famille, ça n'occupe pas quand même toute une ville. Mais bon. Non, enfin, oui, enfin. ou une Mais très très grande famille. oui, une très grande famille. J'ai visité, oui. J'ai visité, puis on en reparlera, bien sûr, parce qu'il faudrait Oui, parler de cette civilisation iranienne qui n'est bien pas connue sûr. en France, qui est très mal connue. Et également, l'école connue également de ce qu'a fait Gobineau, là-dessus aussi, qui lui est très mal connu, et même inconnu tout à fait. Je l'ai visité au moment de l'Ashura, c'est-à-dire au moment de cette fête qu'on célèbre maintenant, et j'ai vu, je vous l'avais dit, justement la représentation avec des chevaux, etc., de la mort de Seyne, et discussions, etc., et qui ressemblait tout à fait, je vous dirais, à un film indien. Bah oui, c'est là que j'ai vu l'Inde sur le chiisme. Bon, évidemment, si je mourais aussitôt, ça pourrait avoir une signification, mais disons que je pense en effet qu'il y a un lien. Je, je montre que je ne suis quand même pas un ignorant volontaire. C'est que le mot de chiisme vient du mot de chia, nous dit-on, qui signifie les compagnons du prophète, mais je prétends qu'il y a quand même un lien entre le chiisme et le shivaïsme. Et bon, eh bien, écoutez, c'est le shivaïsme qui a 12 incarnations, et bien, même, vous savez, les 12 imams, voyez-vous. C'est-à-dire qu'en réalité, les histoires sont différentes, Oui, mais la signification et la volonté de signifier des images est la même quand vous arrivez au niveau de la vérité. Vous comprenez la oui, différence entre la mythologie et la philosophie. Mais tout la à fait. mythologie exprime ce que la philosophie fait comprendre. Mais la philosophie ne peut pas faire comprendre quelque chose qui n'existe pas. Vous comprenez Ben non, ou alors ça devient du Derrida, c'est-à-dire que ça devient, on fait, on danse sur la pointe des pieds, vous comprenez. Ça va très bien quand on est une gamine, mais quand on est un prof de philo, évidemment, c'est plus du tout le cas. Quoi. Ah, mon Dieu, je parle de Derrida. Enfin bref, Derrida qui est très populaire en Iran. Oui, oui, voilà. Mon Dieu, Foucault aussi, très populaire. Alors, bon, vous comprenez bien que vous partagez les étudiants entre Derrida, Foucault et la religion. Euh, j'ai assisté alors par contre aux prières du vendredi, oui, c'est impressionnant évidemment, c'est très impressionnant. C'est impressionnant parce que ça donne l'impression d'une forme religieuse, d'une civilisation, chose comme ça dont on n'a plus que des échos, voyez-vous. Oui, c'est Et vrai. il faut comprendre ceci, être sensible à l'écho. Et bon, j'espère que, en tout cas, je dois dire que je voudrais consacrer un jour, oui, une autre fois, peut-être la prochaine fois, si vous le Bien permettez, sûr. l'explication un peu du poème épique, du Shahnameh, par exemple, donner un exemple de ce qu'est la mentalité iranienne à travers cette poésie épique. D'accord, oui, Je on ne vais pourra pas faire faire, ça. je vais pas faire un cours dessus, mais enfin, je vais le travailler disons, parce que je comprends qu'on a affaire à une très grande ignorance, vous voyez. Oui, Je respecte les ânes, je respecte les bergers, mais enfin, les gens un peu l'Iran comme un âne avec un berger, vous comprenez? Ils ne voient pas les voitures, ils ne voient pas quand même des gens dont la langue en plus est proche de la nôtre. C'est ça qui est tout à énorme. fait. Enfin, c'est quand même impressionnant. Je ne sais pas. Par exemple, le repas. Je terminerai là-dessus parce que nous approchons Oui, du repas. Le repas, c'est Nahor. Nahor, que je prononce mal. Or, c'est or.
N-A-H-O-R. Eh bien, si Michael avait été là, Nahor, vous le connaissez en allemand. C'est le verbe nähren, N-A-H-R-E-N, avec le trait de là. Ça veut dire nähren, mais ça donnait le français nourrir. Nourrir, oui, tout à fait. On parle la même langue. Alors, si on parle la même langue, c'est peut-être qu'on appartient au même peuple, voyez-vous, au même rameau. Alors, il faut dire surtout qu'on n'appartient pas au même rameau, sauf évidemment si c'est le rameau de la, comment on appelle ça, de la politique mondiale, évidemment, oui, ça, oui, bien sûr. Mais non, il faut reconnaître qu'il y a différents fleuves qui alimentent il y a différents fleuves, il y a des affluents, bien sûr, mais nous faisons partie, et sur le plan physique, sur le plan du raisonnement, j'ai vu qu'il y avait autre chose, je termine là-dessus. Il y avait, bien sûr, quand je parle des familles et du rapport avec l'État, il y a quelque chose qui se rapproche en effet des Européens et qui est éloigné de l'Orient traditionnel, de l'Orient, de ce qu'on appelle chez nous comment on appelle, pas la tyrannie, mais le despotisme oriental, on aurait pu dire. Parce qu'il y avait effectivement la vie familiale, les intérêts familiaux, disons, sont primordiaux. Et je crois et c'est pour ça que même le père de famille, enfin, pas le père de famille, pas l'homme, mais les parents et les grands-parents, quand je vois les personnes âgées, par exemple, sont avec les jeunes gens qui ont 17 ans, 15 ans, qui sont à côté. Moi, je me rappelle, je les vois. Et ça, c'est un trait qui se rapproche beaucoup des Européens, c'est-à-dire une certaine indépendance familiale vis-à-vis de l'État. Oui. Et maintenant, je crois que ceci a été contrarié par des éléments étrangers, en particulier des idéologies étrangères. Et je crois que l'idéologie étrangère qui a fait le plus de mal à l'Iran n'est pas la religion, comme on le dit, oui, mais l'influence je terminerai là-dessus, évidemment, je sais que ça m'empêche de revenir comment ça s'appelle, au syndicat d'enseignants, ça oui, mais c'est le Parti communiste, oui. C'était le Parti Toudé, ces gens-là qui ont été des sortes de militants artificiels créés par l'occupation, soudoyés, etc. Et je vous dirai un dernier mot. Je me rappelle d'un souvenir de quelqu'un qui parlait de l'occupation soviétique. Il était très étonné de voir que le chef du Parti communiste local, c'était du côté à Tabriz, je crois, c'était en partie turc, travaillait en même temps à l'Anglo Petroleum Company, voyez. oui. Alors il s'en était plein, étonné auprès de la direction de l'Anglo Petroleum Company. Des gars avaient levé au ciel en disant que c'était un excellent collaborateur, qu'on n'avait rien à lui reprocher. Donc vous voyez, c'est quand même assez bizarre. Et là-dessus, l'Iran, disons, n'a pas fait souffrir le monde, mais l'Iran a souffert des révolutions mondiales. C'est ce que je peux dire. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, professeur Dortillier. On va continuer sur ce sujet-là la prochaine fois aussi. Très bien, très bien. Et bah, je propose qu'on arrête là, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ce thème. Très bien, vous verrez le thème et je continuerai avec plaisir pour nos auditeurs aussi. Voilà. Merci pour votre Vous et vos auditeurs, disponibilité. je vous en prie. Dieu merci, Dieu merci. À bientôt, À très bonne bientôt, soirée. Vas-y, merci aussi, vous aussi. Au Au revoir. revoir. Au revoir.